Moi, c'est plus l'exigence dans ce qu'on Qualité fait de travail. exactement, pour que le travail délivré soit le plus excellent possible. Parce que du coup, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Comme on construit la clientèle aujourd'hui, il faut que ce soit impeccable. Mais du coup, parfois, c'est trop. Des fois, il faut aussi lâcher prise et dire... Tu peux toujours trouver un truc à redire. Évidemment, c'est impeccable techniquement, mais voilà, il faut aussi se détacher un peu de ça. On fera sûrement des erreurs et il faut prendre un peu de recul aussi. On a tout ça en nous si on aime ce qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de... c'est nous qui nous mettons les freins, en fait. Se dire, non, je me lance pas parce que j'ai peur de pas gagner d'argent, j'ai peur de ci. Il faut y aller. Salut Sarah. Salut Louis. Je suis très content de t'avoir. On a discuté sur LinkedIn il y a quelques mois maintenant. Et de là, je t'ai invité. Tu es avocate à Marseille. Je suis très content de t'avoir parce qu'on en parlait il y a exactement 2 minutes. Je t'ai un peu coupé et je me dis, allez, on commence parce que tu vas raconter plein de choses qui finalement vont être dans cet épisode. Et je ne vais pas me spoiler. Tu viens de... Ça fait environ 1 an et demi que tu as lancé ton cabinet sur Marseille. Tu as fait 3 ans de collaboration. Et ce que je disais, c'est que on a sur le cheat code plein de profils sur un tas de sujets, parfois de niche, parfois assez général sur comment monter sa structure. Et tu as un beau parcours sur comment aujourd'hui, de 2020 à 2030, on ouvre un cabinet d'avocats en province, à Marseille quand même, qui est une grande ville, et que ça marche. Comment on fait ? Comment ça se passe ? L'idée, c'est que tu nous racontes un peu qui t'es, comment tu as réussi à faire ça, comment tu t'es associé, parce que tu n'es pas toute seule, et un peu le déroulement pour aujourd'hui un collaborateur qui cherche un petit peu à soit sortir de sa collaboration, soit à commencer à développer sa clientèle perso, qui n'est pas forcément à Paris, mais qui peut être à Paris, parce que Marseille, je pense, tu as un peu les 2 scénarios. Donc, je te laisse te présenter, je vais avoir plein de questions, et puis après, on enchaîne. Ok, mais du coup merci Louis de m'accueillir sur ce podcast que j'ai poncé, on va dire. J'ai écouté tous les épisodes avec assiduité, donc je suis super contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir c'est un plaisir. Apporter aussi ma pierre à l'édifice et raconter mon expérience, puisque c'est ça que moi je cherche quand j'écoute des podcasts, c'est l'expérience. Pas forcément copier, mais c'est vraiment s'inspirer et puis voir où les autres se sont trompés et où est-ce qu'ils ont réussi. Donc comme tu l'as dit, je suis avocate, donc je vais commencer par ça. Je suis basée à Marseille, mais on a de la clientèle dans toute la France. Moi, je suis fiscaliste de formation et également dans la pratique. Et j'ai créé un cabinet d'affaires avec 2 copains de fac qui s'appelle CENO, C-E-N-O. Donc le cabinet a eu 1 an le 4 septembre, donc c'est tout récent. Et avant ça, j'étais en collaboration libérale, du coup dans un cabinet de assez grosse taille pour la région de Marseille. C'est le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage final, donc c'était un peu... J'avais pris la voie royale. Suite logique. Exactement, mais j'ai toujours eu envie de faire différent. Voilà, c'est un peu dans mon caractère et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. Et je suis très contente de la tournure que ça prend et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Ok, trop bien. Donc là, pour revenir un peu en arrière, pour ouvrir un cabinet d'avocats, pourquoi tu t'es pas dit déjà, allez, au bout d'1 an de collab, je me lance direct Qu'est-ce qui t'a bloqué ? Est-ce que d'abord c'était d'avoir trouvé tes premiers clients ? Et dans ce cas, comment tu as fait pour les trouver ? Alors moi, c'était pas une question de clients, parce que des clients, il y en avait toujours un petit peu. Moi, j'avais peur de pas être au niveau techniquement. J'avais besoin d'avoir quelques années pour voir une certaine typologie de dossier, pour essayer de couvrir au maximum. Bon, évidemment, en 3 ans, j'ai pas vu tout ce qui se faisait, mais c'était pour surtout gagner en autonomie dans les dossiers. Puis j'ai eu l'immense chance, et c'est un truc qui m'a aussi beaucoup aidé, de travailler pour un associé qui m'a laissé beaucoup d'autonomie, qui a compris vite que c'était ma manière de fonctionner, qui m'a laissé de l'espace. Donc ça, c'est une chance et j'en suis consciente. Et c'est ça qui a fait que j'ai attendu. Je voulais être sûre déjà que c'était bien ce que je voulais faire, quand même. Et puis, je voulais être sûre d'avoir la maturité nécessaire pour me lancer. Des clients, j'en ai eu dès le début, parce que dès que j'ai prêté serment, genre le 18 janvier, le 19 janvier, j'avais créé mon entreprise individuelle et je m'étais inscrite sur des annuaires d'avocats. Donc, tous les trucs où après, quand on tape ton nom, c'est les premiers qui sortent. Parce que je me disais, bon, personne ne me connaît. En plus, quand tu tapes mon nom, tout de suite, il y a le site du cabinet où je suis en collab qui sort. Donc, il faut que j'arrive à me différencier sur Internet. Donc, c'était ça. Et puis, j'ai activé mon réseau.
moi, j'en parlais tout à l'heure avec mon associé en lui disant s'il faut que je dise un truc sur comment viennent les clients, est-ce qu'on peut sortir une espèce de pourcentage, et 70% c'est prescripteur, 20% c'est réseau personnel et 10% c'est le autre, on va dire le site, le bouche à oreille. Mais il y a une grosse partie qui vient du coup réseau perso prescripteur, donc réseau pro, et ça se travaille, mais dès le début, même dès le stage. Il y a des gens que j'ai rencontrés quand j'étais en PPI, d'autres que j'ai rencontrés quand j'étais en primaire, et ça se travaille. Et le fait qu'ils puissent t'identifier, se dire ok, elle fait ça maintenant. Ils savent peut-être pas ce que tu deviens, les gens. Tu crois des gens tout le temps dans ta vie. Comment tu le travailles du coup? Comment tu vas chercher relancer ces gens? Moi, j'ai renoué contact avec beaucoup de gens, mais de manière pas de manière lourde, de manière. Oui, j'imagine. En respectant la dignité et la déontologie. Mais même pas en me disant ça va être mes clients. Mais j'ai toujours soigné ce réseau professionnel. Quand j'ai fait des stages, j'ai gardé des contacts avec des gens. Simplement en allant prendre des nouvelles, quoi. Exactement. Quand j'ai fait mon PP, je me rappelle très bien, il y avait j'ai fait ça dans un cabinet de gestion de patrimoine. Il y avait un commercial qui après est parti pour créer son cabinet, qui avait à peu près ma tranche d'âge. J'ai gardé contact avec lui. Quand je me suis installée, je lui ai dit Baran, on va être entrepreneurs tous les deux. Qu'est-ce que tu deviens? Et aujourd'hui, c'est un de nos prescripteurs privilégiés. Donc, le réseau, pour moi, c'est un truc qui se soigne et qui se travaille à tout moment de la vie. Et ça peut arriver les clients de n'importe où. Et après, le bouche à oreille fait le reste. Et quand tu entends prescripteur, comment tu les as identifiés? Du coup, toi, j'imagine en fiscal, tu allais chercher des CGP, des notaires, experts comptables. Des experts comptables. Beaucoup aussi, ouais. Et comment tu allais chercher ces personnes-là? Alors, parce que tout le monde, moi, je connais perso aucun expert comptable, sauf depuis Warma, tu vois. Alors, c'est soit je les ai croisés au détour d'un dossier, puisque moi, très souvent, dans mes typologies de dossiers, j'ai un client qui est un expert comptable. Et donc, je fais attention de bien bichonner l'expert comptable, d'avoir une bonne relation avec lui dans le dossier. En plus, il va se dire, ok, elle est sympa, j'aime bien travailler avec elle, elle m'a pas pris mon dossier, parce que c'est un truc aussi, je soigne beaucoup l'interprofessionnalité. Pour moi, c'est un truc hyper important pour nous. Et donc, c'est se faire un réseau de professionnels. Il y a un truc qu'on fait aussi, nous, on invite des pros à des événements qu'on organise avec le cabinet, loi de finances, des petits déj, des événements un peu informels comme ça. Comme ça, en plus, ils se rencontrent entre eux, donc ils ont l'impression que tu leur donnes des possibilités aussi pour eux de développer. Mais c'est vraiment ça, à n'importe quel moment de ma vie, quand j'ai croisé ce type de personnes, je me suis toujours dit, peut-être qu'un jour tu en auras besoin, donc identifie-toi auprès de la personne. Et puis aussi, notre expert comptable à nous, qui nous suit, nous recommande aussi. Ça, c'est aussi, comme on est nous-mêmes entrepreneurs, on a déjà un expert comptable qui nous suit et qui peut nous recommander à ses propres clients. Sachant que, est-ce que tu as conscience aujourd'hui du nombre de prescripteurs que tu as par rapport au nombre de dossiers qu'ils t'apportent? J'en ai qui sont très ponctuels, mais il y en a 4 principaux, on va dire 2 CGP, 2 experts comptables, qui sont nos pourvoyeurs privilégiés. Et surtout, c'est des gens avec qui on travaille aussi, que nous, on va recommander bien sûr. en retour. C'est du donnant de toute manière. Exactement. Donc forcément, il y en a qui viennent très ponctuellement parce qu'ils n'ont pas forcément des dossiers à nous confier, ou alors ils ne savent pas comment on travaille. Il faut aussi, bâtir une relation de confiance avec ce type de profil, ce qui est normal. Et il y a des gens, tu les recommandes aussi parce que tu les aimes bien, mais des fois, tu n'as pas forcément tout le temps de quoi leur rendre l'appareil. Donc, c'est vraiment du long terme. Ok, trop bien. Donc, je reviens un peu en arrière. Ouais. Tu es en collaboration. Oui. Tu vas trouver tes premiers clients. Déjà, comment tu t'organises aujourd'hui pour aller un peu plus vite? J'imagine que d'autres collabs pour t'occuper de tes clients. Est-ce que tu as des techniques? Le truc qu'il ne fallait pas faire, c'est travailler entre midi et 2, le soir, le week-end. Je me rappelle mon premier dossier que j'avais récupéré sur un site d'annuaire, un truc, j'avais sous-facturé à mort parce qu'évidemment, je ne savais pas du tout. Faut en parler d'ailleurs. On en profite peut-être pour en parler. On va en profiter pour en parler. J'avais sous-facturé, j'avais fait un truc et j'avais passé le week-end entier dessus. Et le mec m'avait dit, je pense que je vous ai pas assez payé. Et j'avais trouvé ça fou qu'il me dise ça. Bon, après, j'avais pas augmenté pour autant, mais il m'avait dit, je crois que vous êtes allé un peu plus loin que ce que je vous avais demandé. Et là, je me suis dit, waouh, heureusement que je fais l'erreur maintenant de me sous-facturer, trop travailler sur un dossier. Mais j'avais tellement peur de mal faire. Mais c'est normal. Après, 2 semaines après, je crée une première... Comme quoi, il faut demander à des collabs. Exactement. C'est exactement ça. Après, je crée une SCI pour une cliente, ma première société. Je passe des heures à rédiger les statuts, à me dire, oh mon Dieu. Et après, c'était tellement stressant. Mais je me dis, heureusement que j'ai commencé tôt. Parce que si j'avais pas commencé et que je m'étais lancée, toutes ces erreurs-là, je les aurais faites en étant déjà avocat associé. Et ça, c'est plus le moment de faire ces erreurs-là quand tu te lances. Parce que tu as d'autres trucs à gérer.
Et ce stress-là du début, de perdre du temps sur la facturation, sur comment me vendre, comment organiser mon temps, je l'ai perdu il y a un moment où, entre guillemets, c'était le moment pour moi de le perdre. Exactement, T'avais j'avais un beau filet de rétro. sécurité. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est profitons de ce moment-là. Déjà, vous pouvez choisir vos clients parce que vous avez une rétro, donc à la limite, les clients pourris, je décale. C'est ça. Et en plus, c'est le moment de faire des erreurs et de se rendre compte de ce que je suis capable de faire en termes de temps. Et ça va me permettre aussi de me rendre compte à quel point la prod, c'est une chose, le développement, la facturation, la gestion, les échanges, ça prend un temps fou. Et en final, les associés qui sont jamais en train de produire, en fait, ils sont quand même tout le temps en train de bosser, quoi. Ah, mais c'est ça, on est parti en Corse la semaine dernière avec mon associé Alex pour faire de la prospection commerciale et aller voir des clients qu'on voit jamais parce que la Corse, c'est pas non plus... sympa. C'est pas très loin, mais il faut quand même y aller. Plus sympa que la Normandie. Et on était rincés, on a passé 4 jours et j'étais plus fatiguée de mes 4 jours de prospe que de la semaine classique. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous étiez... On fait un aparté, mais vous avez été en Corse, rencontrer des clients. En fait, on est allé voir un des prescripteurs qui est expert comptable pour qu'on parle avec lui de dossiers en cours et aussi qu'on voit ce qu'on pourrait développer ensemble. On est allé voir un fonds d'investissement qui est en Corse pour les rencontrer parce qu'on échange de manière informelle sur les réseaux des fois, mais pour les voir en vrai, c'est quand même pas mal. On est allé voir des clients. Il y a un des clients qu'on est allé voir qui nous a fait rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, le fait d'être sur place, les gens sont plus enclins à te faire des choses que tu ne pouvais pas faire si t'étais à Puis je pense qu'en plus, pour les Corses, c'est peut-être pas plus mal. Ils adorent. Après, mon associé étant en Corse, j'ai déjà une belle porte d'entrée sur le territoire. Un élément, mais c'est important. Ok, donc là, tu arrives à trouver, retourne en arrière tu arrives à trouver tes premiers clients, tu as fait tes premières erreurs, donc sous-facturé. Oui. Comment tu arrives à savoir, finalement... Comment facturer? Est-ce que tu te dis, vas-y, je vais demander à mes potes combien ils facturent, aux associés du cabinet? J'ai demandé à mes potes, mais mes potes ils sous-facturaient aussi. Donc du coup, on était pas d'une grande dette. 200 balles la SCI. Moi, j'ai regardé ce que faisaient les autres avocats que je connaissais, qui étaient à leur compte, que je connaissais dans la région. Je suis allée voir leur site. Okay. Quand ils étaient bien faits, c'était assez détaillé. C'est rare que ce soit en ligne. Sinon, c'était juste le taux horaire, donc ça m'avançait pas trop. Et je me suis dit, alors je vais fixer un taux horaire complètement arbitraire, on va dire à 170 € hors taxe, qui était le taux de facturation que le cabinet où j'étais me demandait d'appliquer sur lesquels. Donc je me suis dit, on va prendre ça. C'était complètement arbitraire. Et après, je me suis dit, je veux pas facturer au taux horaire parce que moi, je trouve ça délirant. En plus, je suis capable de perdre du temps sur des trucs. Donc je vais faire que des forfaits. Donc je vais estimer à peu près le nombre d'heures que je passe sur un dossier et je vais mettre des forfaits sur ça. Et je vais affiner au fur et à mesure parce qu'après, tu gagnes du temps, donc tu vas plus vite. Donc j'ai tâtonné comme ça et franchement je regarde ce que je facturais au début, ce que je facture maintenant. Bon, on est quand même moins cher que pas mal d'avocats que je connais et des fois les clients me disent mais vous prenez ça mais on m'a donné un autre honoraire. Tu sous-factures encore? On sous-facture encore et encore que ça dépend des dossiers parce que maintenant avec la pratique tu te dis aussi je vais sous-facturer là parce que je sais que derrière j'ai récupéré d'autres trucs qui font qu'en fait je sous-facturerai pas vraiment. Après c'était plus efficace. Exactement. mais surtout, comme j'ai des process, on va dire maintenant, de travail qui sont bien rodés, je gagne du temps. Donc j'ai moins l'impression de sous-facturer. Après, c'est normal de ne pas facturer comme une grosse structure où le dossier passe de main en main. Et encore, il y a quand même aujourd'hui, des fois, parfois, on est aussi trop cher pour certains clients. Et ça, pour le coup, tant pis. Enfin, je veux dire, maintenant, on s'est dit, on a un minimum et si ça descend en dessous, on ne prend pas, quoi. Ah, mais ce sera toujours trop cher. Pour des gens de toute manière. C'est sûr. Moi, il y a des gens qui me disent mais vos sites ils sont que dalle pas cher et il y a d'autres qui me disent mais c'est impossible, on peut pas bosser avec vous. Alors que bon, pour moi on est le juste prix et il faut juste le trouver. Et c'est une bonne méthode, tu vois, c'est de tâtonner au fur et à mesure du temps et profiter de sa collaboration pour ça. Et ça c'est intéressant et c'est peu de gens qui le font. Et du coup, tu es à limite les premiers mois de ta collab, tu as déjà commencé à... Mais la première, je prête vraiment le 10 janvier et je facture un truc, je me rappelle très bien, 400 € hors taxe, mais ridicule. 400 € hors taxe, aujourd'hui, c'est peut-être 2 heures de travail, mais ça représente rien en réalité. Et je me rappelle très bien. En plus, content quand même. J'étais en franchise de TVA, donc c'était 400 €, 400 €. Il n'y avait pas de 20%, pas 20%. Et du coup, je me dis, waouh, 400 € en plus de ma collab, c'est énorme. Et ma petite histoire, j'étais en franchise de TVA. Donc je prête serment en janvier et en juin, je dépasse le seuil de la franchise qui est de 44 000 et quelques là. Donc je bascule à la TVA et en fait en gros ma collab c'était 3 250 €, donc tu fais le calcul, de janvier à juin ça faisait peut-être 14 000 € je crois, un truc comme ça. Donc le reste, le delta de 30, c'était le perso que j'avais fait. Donc j'avais sous-facturé mais j'avais quand même fait beaucoup de choses. Ouais c'est clair. Parce que un chiffre en Essonne, on est quand même dans l'Île-de-France où c'est
beaucoup d'avocats n'arrivent pas à facturer 30 000 euros. Ouais, Donc, il y a une détresse déjà. Bon, après, ça dépend du domaine d'intervention. En Bien fiscalité, tu as tendance à quand même mieux facturer. Mm. Mais c'est bien. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, bon, j'ai assez pour me lancer, sachant que tu étais dans un process d'association? En fait, dès le début, j'ai la chance d'avoir croisé dans mes études des gens avec qui je m'entendais très bien et avec qui je voulais travailler aussi plus tard. Donc dès que moi j'ai prêté serment, les 2 autres étaient déjà avocats et on a commencé à travailler ensemble de manière informelle pour se tester. Parce que Pas bête. moi j'avais trop peur de me dire au final on se déteste. Mais c'est ça. Alors, on se connaît dans la vie tous les jours, on s'adore, mais travailler avec quelqu'un c'est pas pareil. C'est comme un couple, tu sais jamais quand tu vas être tous les jours avec la personne. En plus, là, il y a de l'argent en jeu, c'est hyper... c'est quand même très particulier comme contexte. Donc, on s'est testé sur des trucs, voir qui arrivait à travailler comment. Il y a forcément des caractères, tu vois, qui se dessinent dans le travail. Il y a des gens qui ont des forts caractères, qui sont un peu pénibles dans le travail. Genre moi, par exemple. Donc, je savais aussi qu'il fallait que j'apprenne à travailler avec les gens. Et on s'est testé pendant 2-3 ans, 2 ans. Et puis, est arrivé un moment où moi, ma rétro continuait à augmenter, parce que du coup, dans les cabs traditionnels, tu montes tous les ans, tu progresses en rémunération. Et là, j'étais arrivée à un point où je me disais, si je pars pas maintenant, je partirai plus, parce que je vais arriver il y aura un trop gros écart entre ce que je peux générer. Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. J'avais doublé ma rétro, et là, je commençais à me dire, là, je la double moins, où je vois que ma rétro commence à être trop importante. J'étais à 4350, je crois. Et je me suis dit, bon, là, le gap va commencer à être trop important, donc il faut que j'arrête maintenant. Donc, j'avais mis de côté. Et quand tu dis pour les auditeurs, c'est le gap, c'est-à-dire j'arriverai pas à me dire je gagne moins, ça va devenir après, l'enfer, quoi. Tu prends trop l'habitude. Okay. Ouais, non, mais c'est une bonne manière de réfléchir, après, parce moi, qu'après. Fait un truc, puis la claque, elle fait mal après. Ouais, elle fait très mal. En plus, t'as tout ce qui est. Bon, après, moi, je fais gaffe, mais t'as tout ce qui est impôts, charges et tout qu'il faut que tu modules bien pour pas te prendre un rattrapage. Mais ce que j'avais fait moi, c'est que tout l'argent que j'avais gagné en perso, une grande partie, parce que je me suis quand même fait plaisir, mais il y a une partie que j'ai mis de côté. En me disant, ça c'est le matelas pour quand je vais m'associer. Parce qu'on s'était dit dès le début, quand on va s'associer, il y aura des coûts, il va falloir les financer, on ne fera pas d'emprunt. Donc du coup, on s'était dit, bon, il faut qu'on mette de côté chacun suffisamment, quoi. Okay. Et là, on avait suffisamment pour faire peut-être 4 mois d'activité chacun. Moi, j'avais cette rétro qui était devenue trop importante pour arriver à une REM suffisante. Et je me sentais super légitime aussi dans le travail. Trop bien. Mm-hmm. Et il y a aussi un autre truc qui m'a aidé vachement, c'est que je fais cours à l'IAE à Aix. J'ai un cours de structuration d'activité et ça faisait 3 ans que je le faisais et je voyais que je gagnais en assurance, en compétences. Et les gens commençaient à me dire, quand ils me cherchaient sur les réseaux, ils me disaient, mais c'est quoi la Martine Conseil ? On commençait à m'appeler au cabinet en me disant, on veut parler à un tel, donc à moi. Et du coup, je me disais, ouais, ok, là, ça commence à être trop compliqué d'expliquer. Non, en fait, je suis en collab. Et du coup, parce que les gens savent pas ce que c'est une collab, voilà, c'est clair. Donc je me suis dit, ok, là, c'est maintenant. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir... plein de signaux, du coup. Ouais, tout au vert. Et le truc, l'élément déclencheur, c'est j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, lance-toi maintenant. Mon compagnon j'ai rencontré et peut-être un an après il me dit allez maintenant lance-toi et s'il y a un problème je suis là et en fait je crois que c'est des fois il te manque pas grand chose mais que quelqu'un me dise mais t'inquiète au pire t'inquiète et je me suis dit allez c'est bon c'est maintenant trop bien. Ce sera trop tard voilà. Trop bien. Et du coup alors pour parler maintenant de projet d'association parce que t'es pas toute seule comment c'était quoi un peu l'idée que vous aviez, est-ce que c'était simplement vous entendiez bien ou vous vous êtes dit bon, on a mis de côté la pote en droit de je sais pas quoi, des étrangers, parce que c'est pas du tout dans le délire. Et comment vous avez créé ce projet-là ? Et quel est du coup, est-ce que vous avez réussi à vous prendre un temps pour créer un espèce de, ok, c'est quoi la valeur de se mettre ensemble et la valeur perçue pour le client de la création de ce cabinet ? Alors dès le début, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit 3 ou plus que 1 en tout cas, parce que déjà moi je fais que du fiscal. Donc ça veut dire que quand je récupère un dossier que je rentre par le fiscal, 95% du temps, le mec a un autre problème dans une autre matière que je ne peux pas traiter. Donc ça veut dire que si à côté de moi, il y a un autre avocat qui est capable de lui apporter l'expertise dont il a besoin en plus, je risque de le perdre. Donc juste pour ça, je me disais, si je peux, il faut que j'ai quelqu'un d'autre avec moi qui puisse m'aider à être un peu le package complet. Donc fiscal, ça marche très bien avec droit des sociétés. C'est même indispensable pour moi d'avoir les deux. Mais je ne me voyais pas faire les deux. Moi, vraiment, je ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Pour moi, il faut que je reste dans ma ligne, dans mon couloir de nage.
Donc du coup, j'ai trouvé quelqu'un, un de mes potes se trouvait être très compétent dans ce domaine-là. Trop bien. Et on en avait un troisième qui, pour le coup, lui, c'est du contentieux commercial. Et il y a quelques dossiers qui sont arrivés par lui et qu'on a co-traité de manière du coup très informelle. Et on s'est dit, putain, contentieux commercial, c'est bien aussi. Hein, parce que des fois, les clients ils viennent te voir, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ils sont au chafouin. Et en fait, ouais, c'est mon fournisseur, il me livre pas des trucs. Puis c'est le client, il m'a pas payé. En fait, si tu plonges, tu peux trouver des... Ah, mais tu tires, après, il y a sa femme qui l'emmerde. Ouais. Tu peux tirer beaucoup de fils. Et donc, on s'est dit, ouais, 3, c'est pas mal. Et puis, franchement, quand tu te lances et que t'es pas seul, il y a cet effet de marque aussi, de dire, ah, ils sont 3 quand même. Ils sont déjà 3. Ouais. C'est que ça fonctionne. Alors, quand tu commences, c'est pas la question, mais il y a une force de frappe beaucoup plus forte. Ouais. T'es 3, tu présentes ton panel d'activités, tu arrives à couvrir quand même pas mal de domaines qui peuvent intéresser une personne. Et c'était aussi pour ça qu'on voulait... Vous pouvez prendre des vacances, chacun fait gérer un peu le truc. Non, mais du coup, ça aide quand même à se dire, même si vous partez tous en même temps, quand même, il y a un truc de... au cas où je suis pas là, bon, tu connais un peu et tu pourras gérer un peu et c'est peut-être beaucoup plus rassurant. Et puis l'aventure, elle est pas pareille. C'est une aventure humaine du coup. Mais là, du coup, en plus, c'est beaucoup moins stressant. Moi, en tout cas, ça me stressait vachement moins. Je me disais, on est 3. S'il y a un problème, bon, il y a un problème à 3, mais pouvoir parler de ça en disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'es stressé, parce que évidemment 3 ça veut dire 3 profils différents et de manière générale mes associés sont vachement moins stressés que moi, donc du coup eux, ils temporisent vachement, ils commencent à me dire mais t'inquiète là ça va aller, bon des fois c'est moi qui du coup leur dis il faut être un peu plus stressé, mais ça c'est super d'avoir des gens qui vivent la même chose que toi. Et c'est quoi ce stress? C'est la finance? Moi, non, c'est pas la finance, ça c'est le stress d'un autre. Moi c'est plus l'exigence dans ce qu'on fait de travail. Exactement, pour que le travail délivré soit le plus excellent possible, parce que du coup c'est notre crédibilité qui est en jeu. Comme on construit la clientèle aujourd'hui, il faut que ce soit impeccable, mais du coup parfois c'est trop, des fois il faut aussi lâcher prise et dire tu peux toujours trouver un truc à redire, évidemment. C'est impeccable techniquement, mais voilà, il faut aussi se détacher un peu de ça. On fera sûrement des erreurs et il faut prendre un peu de recul aussi. C'est sûr. Moi, pour faire un parallèle chez nous, moi j'ai la même peur que toi sur la qualité de travail et ce qu'on a réussi. Mais alors je sais pas si ça marchera pour vous parce que c'est... Non, mais pour un avocat, c'est pas peut-être le même problématique, mais en fait, moi je me suis dit, ok, pour régler le problème de l'insatisfaction sur un site internet, c'est que lui il soit content, que le site soit beau, soit nickel, etc. Donc nous, pour vite vérifier ça, parce qu'en fait un mec il va me dire que c'est beau ou c'est moche, je saurais jamais en fait. Et des fois je pense qu'il va aimer, en fait il déteste. Donc c'est la réactivité et le fait de très vite pouvoir répondre rapidement à la demande et tout de suite pouvoir, voilà, dès qu'il y a un mec qui me dit c'est moche, ne vous inquiétez pas, dans 2 jours vous recevez une nouvelle version, elle va être nickel. Et en fait ça va tellement vite. De manière, s'il bosse sur d'autres agences, il va voir que c'est pas aussi vite. Mais l'idée, c'est, est-ce que c'est un peu le même... Comment t'arrives, toi, à bloquer... Alors, je pense que ça peut marcher pour certaines... Oui, la réactivité, c'est sûr que c'est une clé. Hein, dans tous les cas, si tu dis, OK, ça vous plaît pas, ou OK, ça va pas, mais du coup, t'apportes une réponse dans la foulée, c'est sûr que ce sera toujours mieux que si tu dis, je sais pas quoi. C'est sûr. Et c'est notre force aussi en étant 3 et en étant jeune, encore jeune, c'est d'être très réactif. Ça, c'est une qualité qu'on nous met en avant à chaque fois qu'on discute, c'est la réactivité. Ouais, mais ce qui est hyper recherché aujourd'hui. Et comment vous organisez du coup, par exemple, un lead entrant, il y en a un qui gère le call et après vous êtes tous les 3 sur le call. C'est quoi les outils que vous utilisez pour gérer le câble? Comme ça, on va dire, en fait, ça dépend. Tu peux avoir des leads de 2 manières. Soit c'est quelqu'un que tu connais personnellement, donc il va venir de toi, mais tu as déjà une relation avec ce client-là. Dans ce cas-là, tu gardes un peu la main quand même parce que en général, le client, ça le rassure aussi que tu restes sur le dossier. Même si techniquement, tu ne le traites pas, tu jettes un œil, tu es là pendant les rendez-vous, tu fais un petit suivi. Voilà, ça, c'est... Après, il y a le lead que tu fais rentrer, mais que tu ne connais pas personnellement. Juste, c'est toi qui l'amènes parce que tu l'as croisé au détour de quelque chose. Et là, par contre, moi, j'ai tendance à te dire tout de suite, bon, voilà, c'est mon associé Intel qui va s'en charger. Voilà, moi, c'est pas mon domaine, mais vous êtes dans trop de bonnes mains. Voilà. Donc, ça dépend de comment rentre la personne. Après, nous, on a une manière de fonctionner qui est qu'on divise tout par 3. Peu importe qui rentre, qui fait rentrer, qui traite le dossier, tout est divisé par 3. Donc on n'a pas cette problème pratique de se dire non, en fait je vais le garder moi, que j'ai vu moi. Vous êtes dit on est tous à la... Nous on s'est associés et on s'est associés de la manière la plus pure, c'est-à-dire que chacun a le même pourcentage et qu'on se paye la même chose. On a participé de la même manière aux frais au départ.
Voilà, il y a pas de... Une belle association. Qui peut... Dans la plus pure essence de l'association. Non, mais c'est sympa. Puis c'est souvent pas du tout le cas en fait. Oui, 80% du temps, moi, c'est pas du tout ça. En réalité, les gens, ils sont pas du tout associés. Parfois, il y a même pas de vraie structure. Et en fait, c'est de fait. Mais bon, ce qui marche aussi, hein, mais c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous utilisez en interne? Est-ce que vous avez des outils qui vous facilitent la vie? Vous êtes plus jeune que beaucoup de gens, donc je pense que vous avez quand même mis en place des trucs. Ou c'est pas trop votre délire au final et vous êtes assez... Alors ça dépend dans quel domaine. On va dire dans tout ce qui est organisationnel, je pense qu'on a beaucoup de choses à travailler. Mais en fait, c'est comme chacun traite son dossier, chacun va l'organiser à sa manière. Mais le jour où on va avoir des collabs ou plus de stagiaires et d'alternants, on va être obligé de mettre en place quelque chose. Parce que là, concrètement, s'il y en a un qui doit aller voir mon dossier, comment il est rangé, on est tous différents. Donc il y en a un qui va importer tous les mails envoyés et les mails reçus. L'autre... Vous n'avez pas d'outil de gestion encore? On n'a pas d'outil de gestion, non. Non, parce que pour l'instant, comme chacun gère son truc, ça reste un peu à l'ancienne. On a un serveur partagé pour tout le monde. Vous allez vous faire harceler après de mails de attend, mecs qui font des outils de gestion. On attend que ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, on travaille comme ça. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est une petite structure. Donc pour l'instant, on s'est pas penché là-dessus. Après, pour tout ce qui est le reste, on utilise... moi, je suis une fervente Canva. Voilà, c'est ma vie, Canva, vraiment. Ok. Pour faire quoi? Pour faire des propositions commerciales, des honoraires? J'ai fait tout sur Canva. J'ai fait le logo du cabinet, on fait tous nos supports visuels, c'est Canva. Je m'en sers toutes les 2 secondes. Franchement, c'est un truc, on a pris l'abonnement et c'est le truc que j'ai le plus rentabilisé. Ok, trop bien. Après, c'est dur c'est intéressant. à... Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que le logo, bon, une fois qu'il est fait, c'est fait. En fait, je fais des matrices pour que les autres puissent utiliser, parce que on n'a pas tous la même fibre créative, voilà. Et puis c'est pas le but non plus, on n'est pas non plus tous des... Non, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Exactement. De l'orgal design, de rendre les choses claires, etc. J'ai créé un truc d'équipe où j'ai créé toutes mes matrices à l'avance. Ils ont juste à venir, à taper. Moi, je check juste que c'est bien aligné. Par exemple, ça, c'est une proposition d'honoraire. Vous allez avoir un modèle Canva que vous allez modifier, partager en équipe. Ouais. Et vous le téléchargez, vous l'envoyez au client. Quoi. Pareil, quand vous envoyez des réponses à un dossier, c'est via Canva? Alors, ça dépend du client, parce qu'il y a des clients qui te demandent, par exemple, à avoir un truc en Word pour faire des commentaires. Donc, ça dépend, en fait. Mais moi, il y a quand même beaucoup de choses. Tu essayes de rendre les choses très claires sur Canva. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et ça, tu as des retours de tes clients de par là? Oui. Alors, après, c'est ma manière de faire. J'ai fait énormément de schémas, beaucoup de schémas. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est j'ai tout compris. Ouais, alors qu'au départ, c'était super compliqué. Donc ça, c'est un truc que je vulgarise beaucoup. Mais ça, c'est parce que c'est le côté aussi, le fait de faire cours à des... Et ça, tu l'utilises pour ta communication, etc. Ouais. Donc finalement, tu vulgarises des éléments ou alors tu les rends clairs. Exactement. Et tu en fais des... Et ça t'a rapporté... Tu renvoies ça sur quoi? Sur Instagram et LinkedIn? Pour l'instant, que LinkedIn. On a le site aussi qui fait beaucoup le relais. On a une partie blog sur le site où on publie de l'actu tout le temps. Vous avez conscience de combien de personnes rentrent à l'intérieur, etc. Bah oui, parce que du coup, je traque les stats. Ça dépend en fait. J'ai remarqué une différence si on met un lien sur LinkedIn, si je fais une publication et que je mets un lien vers le site. Et si je ne fais pas de lien vers le site, le référencement évidemment naturel étant très long à se mettre en place, on n'a pas le même... on doit avoir à peu près 2000 visiteurs par mois. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal. Mais c'est vraiment ce truc de LinkedIn. Ok. Moi, j'ai commencé à avoir un peu de gens, peut-être 2100 personnes qui me suivent, mais ça fait des clics en fait. Donc, bah, bien sûr. Et tu as 2000 personnes par mois dans le site, donc vous êtes 3, donc c'est bien, ça réduit un peu le travail. Mais c'est quoi, vous publiez combien d'articles par... Ça dépend. Moi, en général. Je publie peut-être 2 articles par semaine. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Mais en fait, une fois que tu as commencé, ça c'est une manière de faire. Une fois que tu arrives à automatiser plein de tâches, c'est facile de publier. Il y a plein de choses. Parce que ça, de manière récurrente, ça va ramener des gens. Tu as des consciences des gens qui viennent. Est-ce que cette part augmente au final avec le temps? Oui. Parce que du coup, là, il y a des gens qui commencent à appeler en disant j'ai lu votre article. Incroyable. Et du coup, je rebondis sur ça. Il y a 2 jours, il y a un gars qui m'a appelé pour me dire j'ai lu un article que j'ai publié sur Village Justice quand j'étais en stage. Donc ça remonte. Il m'a appelé pour me dire j'ai vu ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Ce qui est fou. Ouais. Donc, et parce que en fiscalité, il y a déjà des milliards d'articles sur les sujets de base. Je ne traite pas les sujets de base. Donc il y a le créneau à prendre pour un avocat, c'est d'arriver sur des trucs hyper précis. Exactement. Il y aura peut-être 10 personnes par an qui le voient l'article, mais c'est tellement précis que putain, en fait, je suis tellement sur une problématique que j'arrive pas à trouver ma solution. J'appelle la personne qui a répondu au mieux à un truc là. Donc c'est intéressant. On essaie de faire beaucoup d'articles spécialisés. Donc en fait, en général,
c'est des commentaires de Il y a jurisprudence. des cabinets de 50 personnes Ouais. qui n'ont pas 2000 personnes sur leur site. Ouais. Et sachant qu'ils ont les pages personnes. Donc c'est un vrai beau travail. Et on fait aussi un autre truc qui marche bien, c'est de relier les événements qu'on fait. Ça, c'est un truc qui, moi, me paraissait au départ. Moi, je voulais un LinkedIn pro, tu vois, avec que des trucs techniques pour montrer qu'on était des C'était boss. les machines. Voilà. Et en fait, après, tu fais des petits articles et tout qui marchent pas hyper bien. Après, tu vas mettre une photo de ta tête à un apéro avec ton associé et du coup, tu vas avoir d'un coup, Ouais. Là, cet été, on a eu un prix et j'ai posté le truc et j'ai eu peut-être 15 000 impressions et je me suis dit ouais mais c'est une photo de moi avec un prix, enfin moi ça me paraissait nul, mais bon voilà. C'est ce qui marche un peu sur LinkedIn, c'est le personal branding. Bon, c'est d'ailleurs c'est en plein débat en ce moment là, autour des avocats sur le sujet et comment justement maintenant gérer ça avec la déonto, parce qu'effectivement sur Instagram il y a de tout et n'importe quoi. Bon là je pense qu'en l'occurrence c'est tout à fait normal de faire ce que tu as fait et pour autant bon c'est quand même important parfois de faire des actions de notoriété et effectivement se montrer un petit peu soi, qui on est. Ça apporte de... Moi, les gens, ils m'ont au téléphone, ils me connaissent maintenant. Ils m'ont vu 1000 fois en vidéo et du coup, ils se disent, il est comme en vidéo. Enfin, tu vois, ça fait 1000 ans que je vous entends, c'est rigolo. Et puis, ça facilite la vie après, derrière, en termes le prospect, c'est plus un prospect, c'est un gars qui te connaît et qui est prêt à bosser avec toi et en fait, il est convaincu. Trop bien. C'est quoi un peu les chantiers du coup là sur la suite et c'est quoi un peu du coup je pense qu'il y a un travail de structuration sur les outils de gestion qui peut être sympa. Concrètement, ça. Mais à part ça, est-ce que c'est quoi vos ambitions, qu'est-ce que vous cherchez à créer, est-ce que vous cherchez à vous développer ou est-ce que justement une petite structure un peu famille ça vous plaît plus? J'ai l'impression que vous êtes assez ambitieux quand même sur la suite. Carrément. Alors, nous, on veut confirmer déjà la bonne lancée du cabinet. On veut vraiment se dire c'est pas juste de la chance, voilà. On veut confirmer tout ça et puis surtout, on veut grossir. Après, on n'a pas une ambition. On veut pas être un cabinet de 50 personnes. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut rester quand même une taille qui nous permette de fonctionner dans une ambiance qui soit détendue, on va dire. Donc voilà, si je me dis où est-ce qu'on voudrait être dans 15 ans, on voudrait être peut-être 5-6 associés dans des matières différentes et avoir chacun peut-être 2 collabs. Et voilà, et moi ça m'irait. C'est déjà un très beau cabinet. Pour moi, ce serait parfait. Et on n'est pas non plus en train de se dire on veut gagner 30 000 euros par mois chacun. C'est pas ça. Déjà, on veut se payer à la fin du mois, on veut que les clients soient contents, parce que moi c'est un truc aussi qui pour moi est hyper important, c'est je veux pas faire du chiffre pour faire du chiffre, je veux faire du chiffre parce que le client est content et parce qu'il revient. De toute manière, c'est censé être la voie de la recommandation qui est poussée derrière. Donc l'éthos du travail, c'est sans doute la chose qui ramène le plus de clients et on en parlait avant parce que finalement, même si je veux avoir des jeunes qui arrivent et qui présentent les méthodes qu'ils ont fait pour aujourd'hui arriver où ils sont et créer leur cabinet, finalement, ceux qui fonctionnaient, les associés qui ont développé avant, c'est par la recommandation, par un travail bien fait. Bien sûr. Mais il y a d'autres méthodes aussi. C'est sûr que si tu mets en place des méthodes et qu'après tu fais n'imarte quoi, après, voilà, tu peux t'en vouloir 80, mais ça n'empêche pas de devoir bien faire les choses. Il faut que le travail derrière soit crédible. Trop bien. Il faut que tu puisses. Du coup, vous recrutez pas là ? Là, du coup, non, parce qu'on a une alternante qui est arrivée lundi dernier. Mais bon, envoyez quand même des petites candidatures. Mais on a des gens qui viennent nous voir, mais c'est très bien. Moi, je garde tout, on répond à tout le monde. Et surtout, là, dans l'idéal, d'ici l'année prochaine, ou allez, peut-être 18 mois max, on aimerait bien peut-être recruter un collab. Après, ce que je te disais aussi, c'est que nous, comme on est 3 et qu'on se connaît très bien, faire rentrer quelqu'un avec nous, c'était plus stressant parce que du coup, on avait peur de ne pas être à la hauteur en se disant, mais ils vont se dire, mais c'est qui ces guignols, ils sont pas très... Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je me rappelle ma collab, je me disais, waouh, les associés, ils sont en costume, je les vois. Il y a une stature, tu vois. Et donc, je me disais, on veut pas non plus qu'ils se disent, ouais, c'est le club med. C'est des rigolos. Alors que c'est dans le travail que ça se fait vraiment. Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien. Et qu'est-ce qu'on te souhaite à part ça, à titre perso ? À titre perso, d'être toujours aussi épanoui dans mon travail, voilà. Et dans magnifique. Ma vie à côté. Oui, ça a l'air d'être passion. Exactement. Trop bien. Et allez contacter Sarah si vous avez des besoins en matière. Et je pense que plutôt des prescripteurs ou des gens qui ont peut-être des peurs laquelle tu n'auras pas répondu. Peut-être que tu pourras les aider sur ce sujet-là. Parce que c'est
pas forcément facile. Et comme tu dis, c'est parfois un tout petit truc qui fait que en fait, tu te lances. Et puis, il faut se faire confiance parce que tout le monde peut le faire. On a tout ça en nous si on aime ce qu'on fait. Pour moi, il n'y a pas de... c'est nous qui nous mettons les freins, en fait. Se dire, ah non, je ne me lance pas parce que j'ai peur de ne pas gagner d'argent, j'ai peur de si... Il faut y aller. Moi, franchement, je me rappelle très bien, s'il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai prêté serment, que je suis arrivée au barreau d'Aix-en-Provence, j'ai eu un parrain. Et le mec m'a dit, moi, je me suis lancée au bout de 6 mois. Et je lui ai dit, mais... Il m'a dit, j'avais pas de clients. Et je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Et je connais personne qui me dise, je me suis lancée, j'ai regretté. Il marche bien aujourd'hui ? Il marche très bien. Il a été bâtonnier il n'y a pas très longtemps. Ça marche très bien. Trop bien. Et c'est le mot de la fin. Ouais. Merci. Beaucoup, Louis.